mon ancien parti n'est ni trop à droite, ni trop à gauche, il est trop incohérent. Je me souviens d'une époque où on avait promis le Karcher, on n'a pas branché de tuyau. Gaullisme. Laurent Wauquiez est qu'un épiphénomène. Éric Zemmour, c'est l'assurance vie, l'assurance survie de Macron. Écoutez, si j'ai une soirée à perdre, j'irai voir ce que ça donne, mais ça va être organisé par les maires. Vous voulez qu'on lui remercie, qu'on lui lèche les babouches pour avoir pris son téléphone? Eh bien voilà, Thierry, Mariani, bonjour. Bonjour. Épisode numéro 3 de Mariani 360. Alors, aujourd'hui, comme on l'a mis sur la vignette, que j'affiche d'ailleurs à l'écran, non, je l'ai enlevé, voilà. On va parler donc de la reconnaissance de la Palestine, des drapeaux palestiniens. Alors ça fait un petit peu scandale et débat ce week-end en France. Et puis Thierry, enfin, on reviendra sur ce week-end parisien d'élection et tu nous diras ce que tu en as pensé, ton sentiment. Voilà, est-ce qu'il y a une percée finalement du Rassemblement national dans la capitale française? Alors tout de suite, eh bien, on enlève notre petite vignette et puis on va parler du premier thème alors que tu nous as choisi. La reconnaissance de la Palestine au lendemain de la prise de parole du président de la République française à l'ONU. Tu nous entends? Ah, pardon, je croyais que tu allais envoyer une vidéo. Excuse-moi, tu as presque tout dit, c'est-à-dire qu'on est au lendemain de la reconnaissance de la Palestine par Emmanuel Macron et par sa voix de la France. Rien n'a changé, rien n'a changé. On est dans l'exercice favori de M. Macron, vous savez. En réalité, en France, il ne peut plus sortir dans la rue sans être importuné et chahuté, donc il est à l'aise à l'international. Puis en plus, c'est le seul domaine qui lui reste. Et là, c'était vraiment un exercice extraordinaire pour lui, parce qu'il était devant l'Assemblée générale des Nations unies, où il construisait l'histoire, parce que chaque fois qu'Emmanuel Macron parle, il construit l'histoire. Bon, le problème, c'est que c'est une histoire qui, en général, est oubliée dès le lendemain. À la sortie de tout ça, qu'est-ce que ça a changé? Rien, rien. Je veux dire, je suis désolé. Et est-ce que c'était utile ou inutile? Inutile. Et j'expliquerai dans 2 minutes pourquoi. Pourquoi ça n'a rien changé? Parce que ça fait 4 ou 5 pays de plus. C'est vrai que la France et les Royaumes-Unis qui ont reconnu la Palestine, ce sont 2 États membres permanents du Conseil de sécurité. Mais si l'ONU servait à quelque chose et avait une efficacité, on le saurait depuis longtemps. Or, en réalité, ça fait effectivement 2 États, plus 3 ou 4 autres qui ont suivi, le Canada et j'ai oublié la liste. Le Portugal, mais ça change rien, ça change rien. Imaginez que 50 États reconnaissent l'indépendance de la Corse. Qu'est-ce que ça changerait? La France dirait ça vous regarde pas. Et là, on est dans une situation où en réalité, on reconnaît un État qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de superficie, qui n'a pas de, on ne sait pas où il commence, où il s'arrête, un État qui n'a pas de gouvernement, puisque le Hamas est une organisation terroriste et l'autorité palestinienne qui dirige la Cisjordanie est totalement discréditée, à la fois parce qu'il n'y a plus d'élections depuis longtemps et deuxièmement par son goût immodéré pour la corruption. Donc c'est un geste politique. Est-ce que les gestes politiques changent quelque chose? De temps en temps, oui, quand on a les moyens de faire l'après-vente, si je peux me permettre. Mais après ce geste politique, après ce moment de l'histoire dans lequel Macron se complaît, dès le lendemain, on s'aperçoit que ça ne change rien. Malheureusement, les habitants de Gaza continuent à être massacrés. Malheureusement, le Hamas n'a pas rendu les otages. Malheureusement, on ne voit toujours pas la moindre situation. Alors, oui. Quelle est ma position sur ce sujet? Ma position, d'abord, c'est que, bien sûr, l'attaque du Hamas il y a maintenant 2 ans est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer. Les massacres largement relayés par les médias qui ont eu lieu le 7 octobre, eh bien aussi, sont totalement intolérables. Et il est évident que la première des choses à faire, si on veut rétablir j'hésite entre rétablir ou établir la paix. Mais bon, si on veut que tout ce drame s'arrête, c'est d'abord que le Hamas restitue les otages qui sont encore en vie.
Voilà. Et là, on voit très bien que… On ne sait même pas combien il en reste en vie d'otages, On accessoirement. ne sait même pas s'il en reste malheureusement en vie. On ne sait pas ceux qui restent, dans quel état ils sont. Et puis, vous me permettrez, il y a un débat sur la restitution des corps des otages tués. Tout ça est absolument horrible et disqualifie une fois de plus le Hamas. Comment on peut accepter un débat pour restituer des corps de civils innocents tués? Voilà, donc cela change rien. Simplement, monsieur Macron se donne l'illusion d'exister. Aujourd'hui, malheureusement, les bombardements ont repris. Le Hamas continue ses combats. Israël continue là aussi ses bombardements. Et les civils d'Hamas continuent à être massacrés. Donc, tout ça, pourquoi? Pour rien. Pour rien. Simplement, ça fait partie, je le répète une dernière fois, de ces postures qu'Emmanuel Macron aime prendre pour avoir l'illusion qu'il existe encore. Au contraire, cette prise de position montre qu'il est sans influence et malheureusement, j'ai envie de dire, décrédibilise la parole de la France. Voilà. Reconnaître la Palestine, oui, mais sur quel plan? Sur quel État palestinien, avec quelle frontière, avec quelle autorité? Voilà. S'il avait présenté un plan concret, là j'aurais dit bravo, parce que aujourd'hui on a toujours la formule magique de la coexistence de deux États entre Israël et la Palestine. Mais où commencent et où finissent ces États? On n'en sait rien. C'est une sorte de formule magique que les chancelleries et les États disent, voilà, on est pour la reconnaissance à deux États, mais en réalité, c'est une formule magique qui ne débouche sur rien depuis des années. Donc tout ça, pour rien, ce sera très vite oublié. On en parle encore aujourd'hui parce qu'on est au lendemain de cette reconnaissance, mais dans 10 jours, on aura tourné la page. Dernier point que je voudrais quand même dénoncer, c'est que cette reconnaissance s'est faite quasiment au même moment que peut-être l'une des fêtes les plus importantes pour la communauté juive, le Nouvel An juif. J'allais dire quel mépris pour nos compatriotes de confession juive. Voilà. Il est temps que tout ça s'arrête. Il est temps que ces massacres s'arrêtent. Il est temps que la sécurité d'Israël soit reconnue. Il est temps aussi que les Palestiniens retrouvent la paix dans un État qui puisse être viable et reconnu. Mais toutes ces gesticulations ne servent à rien. Alors, tu parlais justement de la cote de popularité d'Emmanuel Macron en France. Eh bien, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo extraordinaire qui vient d'être publiée dans les médias d'un Macron qui se retrouve au pied de l'ONU, bloqué et incapable de prendre son véhicule parce que Donald Trump, le convoi de Donald Trump va passer, donc toutes les rues sont bloquées par les policiers et il se retrouve à pied à marcher comme un touriste pendant 30 minutes dans les rues de New York. C'est quand même extraordinaire. Et au passage, là où il est chahuté en France et détesté, on voit deux touristes, on ne sait pas d'où ils sortent, un couple de touristes qui viennent prendre la photo avec lui, dont l'homme, comme quoi on est vraiment dans une société un peu particulière et un peu bizarre, l'homme lui fait la bise, lui fait un bisou. La vidéo est complètement lunaire. Voilà, donc je ne sais pas si tu as vu ça, ça m'a fait sourire. Je l'ai vu juste avant cet enregistrement, mes collaborateurs me l'ont montré. Je ne sais pas si ça fait sourire ou si ça fait pleurer, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, ça fait. Il y en a tellement eu des macronades comme ça depuis. Oui, on a un président qui se veut construire l'histoire et qui en est réduit à montrer qu'il est bloqué comme j'allais dire n'importe qui dans une rue de New York par un cortège officiel et qu'il appelle monsieur Trump pour lui dire voilà, je suis bloqué par ton cortège. Et bien sûr, tout ça n'a aucun effet. Je pense que Trump, une fois qu'il a raccroché, a dû être mort de rire en se disant Emmanuel, c'est bien fait pour sa gueule. Et il marche comme un pauvre, j'allais dire comme un pauvre R pour essayer de rejoindre les Nations Unies. Voilà, c'est pitoyable. Franchement, est-ce que ce genre de scène grandit un président ou la France?
Je pense pas, voilà. Je sais qu'il adore faire comme tout le monde et montrer qu'il est un citoyen comme tout le monde. Franchement, s'il est un citoyen comme tout le monde, j'ai regardé le budget de l'Élysée, il était à 120 millions quand il est arrivé en 2017, aux alentours de 100 millions quand il est arrivé en 2017. Aujourd'hui, il est à 20% au-dessus. J'allais dire qu'ils prennent l'avion normal et puis là, on commencera peut-être d'abord à admirer ses économies et à le trouver peut-être un peu plus honnête quand il veut jouer aux pauvres citoyens qui marchent dans les rues. Non, mais ça pose même une question sur la question de la sécurité du président de la République. Enfin, moi, je trouve ça complètement lunaire. Bon, passons cette vidéo quand même qui est assez amusante. Vous la retrouvez partout en ligne, sur tous les réseaux. Elle circule. Qu'est-ce qu'on peut dire pour revenir plus sérieusement à cette question de déclaration de reconnaissance de la Palestine sur un volant diplomatique? Tu disais effectivement, c'est un geste diplomatique. Oui, ok. Mais quelles conséquences désormais diplomatiquement? On a entendu que Benjamin Netanyahou était extrêmement remonté contre la France. Il a même menacé, enfin pas que la France d'ailleurs, il a parlé de tous les pays qui avaient reconnu. Il a même menacé. Alors, quelles conséquences à ton avis? Les conséquences sont, à mon avis, nulles. Il y a certes un vent de sympathie dans les milieux arabes, et c'est compréhensible. Il y a une incompréhension chez nos amis d'Israël ou même la communauté juive en France, parce que, je le répète, ce geste est fait au moment de la fête la plus importante pour la communauté juive. Et j'ai toujours du mal à le prononcer, Rosh Hashanah. Et donc, voilà, je pense que on oubliera, souvenez-vous. Moi, souvenez-vous, je ne vais pas égrener la liste des moments historiques qu'on a vécu avec Emmanuel Macron, qui sont restés dans l'histoire en général une semaine. Souvenez-vous du fameux sommet de Biarritz, où il avait obtenu, je me souviens que le ministre iranien vienne à Biarritz, et puis après celui-ci est reparti. Enfin, c'est quelqu'un qui adore se mettre en scène. Mais le problème, c'est qu'en général, ces pièces n'ont qu'un succès très momentané. Voilà. C'est en plus un geste qui, c'est surtout un geste qui n'aura aucun effet concret. Voilà, aucun effet concret. On dévalorise, à mon avis, la parole de la France. Voilà, la parole de la France et des engagements de la France doivent être pris quand on sait qu'il y a, si je peux employer cette expression, l'après-vente. Voilà, la France dit telle chose et après elle a les moyens de le faire respecter, elle a les moyens de le faire appliquer. Macron n'a ni l'un ni l'autre. Voilà, c'est plutôt triste, je trouve, mais je suis persuadé qu'il est très satisfait de lui-même. Bon, Macron est forcément toujours très satisfait de lui-même. Alors, on est dans le même sujet finalement, et on le voit avec la petite vidéo là que je vais afficher à l'écran. Ce week-end, eh bien, ça a été un combat de mots pour savoir s'il fallait dresser les drapeaux palestiniens sur les pontons de nos mairies. Le ministre Retailleau s'en est mêlé. On le voit là dans la petite vidéo que je diffuse. Certains maires, principalement PS ou à gauche, eux ont franchi le cap en ne tenant pas compte en fait de cette interdiction. On sait qu'en France, si on parle honnêtement, on sait qu'en France, il y a quand même une majorité de gens qui soutiennent la cause palestinienne. Est-ce que là aussi, c'est un coup politique parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire ce week-end, ou est-ce que c'était de bon ton de le faire, ou justement c'est une erreur? J'ai envie de vous dire, c'est un peu la même chose que la déclaration de Macron à l'ONU. Ça n'aura aucune suite, aucune conséquence. Et à chaque fois, c'est un geste qui profite surtout à ceux qui le font. En réalité, cette idée est partie du Parti socialiste. Il y a des élections municipales qui approchent et on sait très bien que certains partis draguent les communautés d'origine étrangère dans notre pays. Voilà. Mais si on y réfléchit, quelle signification? Je vais vous dire, depuis toujours, je suis contre tout autre drapeau au sommet d'une mairie ou au sommet d'un bâtiment officiel autre que le drapeau national. On a banalisé ça. D'abord, ça a commencé par le drapeau européen. Excusez-moi.
D'abord, le drapeau européen, l'Europe, c'est pas un État, quoi. À la limite, c'est une bannière, c'est une sorte d'oriflamme européen, mais on n'est pas obligé de mettre le drapeau européen. D'ailleurs, vous remarquerez que je suis ici dans mon bureau à Bruxelles. Derrière moi, j'ai un seul drapeau, qui est le drapeau français, puisque comme je me définis pas comme député européen, mais député français au Parlement européen, et je rajoute, allez, puisque certains m'ont demandé la dernière fois quel était le grade, c'est diplôme d'honneur de légionnaire. Je n'ai pas fait la Légion étrangère, je le dis tout de suite, mais mon premier texte que j'ai eu l'honneur de rapporter quand j'étais député français, c'était ce qu'on a appelé la proposition de loi pour député, pardon, français par le sang versé, c'est-à-dire pour que les Français soient, les légionnaires blessés au combat puissent devenir français plus vite. Voilà, c'est les deux seules choses que j'ai. Vous chercherez en vain un drapeau européen dans ce bureau. Et donc, je reviens aux mairies. Voilà, les mairies, c'est la maison du peuple français, la maison de ceux qui habitent là. Donc, le drapeau français, oui. Le drapeau européen, non. Et puis après, il y a toutes les dérives. Voilà, des fois, on a mis le drapeau LGBT. Ben, écoutez, je respecte toutes les communautés, mais pourquoi on mettrait le drapeau LGBT? Après, pourquoi pas le drapeau d'autres communautés? Non, pour moi, ça n'a pas sa place. Je respecte la diversité, mais le prosélytisme, par moment, ça me gêne un peu. Et je répète, le drapeau LGBT n'a pas sa place au sommet d'une mairie, comme le drapeau ukrainien. Parce qu'à partir de pourquoi on est contre le drapeau? Je voulais te poser la question parce qu'on a entendu quand même au niveau du gouvernement des explications. Alors, j'ouvre les guillemets, le principe de neutralité du service public qui a été annoncé pour justement interdire ça. Et ensuite, justement, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Hugues Moutou, j'espère que je prononce bien son nom, a dit un tel pavoisement constitue une prise de parti dans un conflit international et une ingérence contraire à la loi. J'ai envie de dire, les drapeaux ukrainiens, c'est pas un conflit international et c'est donc pas une ingérence. C'est bien pour ça qu'il faut avoir un principe clair, le drapeau français, point. Et rien d'autre. Voilà. J'ai été maire pendant 18 ans à Valréas. Je n'ai jamais mis le drapeau autre chose que le drapeau français au sommet devant notre mairie. Voilà. Et donc, parce qu'effectivement, quand on commence à accepter un drapeau, ben pourquoi pas les autres? Voilà. Écoutez, ben, par exemple, il y a aussi un génocide qui se déroule au Congo. Pourquoi pas le drapeau congolais? Il y a voilà, et on peut continuer la liste là-dedans. Donc voilà, en face, au fronton des mairies, un seul drapeau, le drapeau français, point. Et ça évite toutes ces polémiques sur les communautés, les groupes d'intérêt, les organisations internationales. Pourquoi pas le drapeau de l'ONU aussi, tant qu'on y est? Pourquoi pas le drapeau de l'OTAN, tant qu'on y est aussi? Et donc, ça ne saurait tarder. Oui, mais voilà, la mairie, c'est la maison de tous les habitants de la ville. Et donc, leur seul point commun, c'est d'abord d'être français. Et s'ils ne sont pas français, qui sont immigrés et qui habitent dans la ville, eh bien, ils sont honorés de rentrer sur le drapeau de l'État où ils ont choisi d'être et où ils sont censés respecter les lois. Voilà, après, j'ai une remarque. Je pense qu'une fois de plus, on illustre le discrédit de l'État. Pourquoi? Parce que M. Retailleau, qui adore j'allais dire, les mouvements de muscles, vous savez, la phrase favorite du gouvernement depuis que c'est M. Macron, c'est « je condamne ». Mais quand on dit « je condamne » ou « je refuse » ou « j'interdis », il faut après qu'il y ait la suite. C'est-à-dire que si on dit qu'on condamne, qu'on interdit, et que les gens le font quand même, il faut qu'il y ait une sanction, un désaveu, je ne sais quoi. Quelles ont été les sanctions contre ceux qui ont mis ces drapeaux? Aucune. Voilà. Et donc, finalement, c'est un encouragement à faire en sorte que désormais, les mairies deviennent une sorte de panneau d'affichage de toutes les causes étrangères, alors qu'en réalité, la seule cause qu'elles devraient défendre, c'est celle des Français. Et c'est pour ça que je fais une exception. Ce ne sont pas des drapeaux, mais quand des mairies, y compris d'ailleurs la mairie de Paris, pour qui je n'ai pas une grande sympathie, mais afficher les photos des otages français, je dis oui. Là, voilà, ça permet de rappeler qu'on a un certain nombre de nos concitoyens français qui sont retenus en otage. Mais mettre un drapeau étranger, qui soit palestinien, quelle que soit la nationalité, je le répète, non, ça n'a pas sa place.
Alors, ce qui est à sa place, et là on va rester sur le sujet des mairies et donc des municipales, c'est ce week-end politique que tu as vécu. Alors, je fais une petite parenthèse avant de parler du week-end politique. On apprenait ce week-end d'ailleurs que donc ta très chère mairesse, pardon, Hidalgo, avait fait quelques emplettes avec les impôts de ses habitants de Paris. 80 ou 85 000 euros dans de la haute couture et pas que française d'ailleurs. Alors bah voilà, elle a même pas honoré au moins les marques françaises puisque on a cru voir passer des robes ou des manteaux, je crois, de marques anglaises, de très grandes marques anglaises, certes, mais de très grandes marques non françaises. Il y a quelques années, en fait, Fillon avait été notamment vilipendé pour une histoire de costume qu'il n'avait pas payé, lui d'ailleurs, au fait, qui s'était fait offert. Là encore une fois, c'est comme les drapeaux sur les pontons des mairies, il y a deux poids deux mesures. Alors, l'avocat de Madame Hidalgo dit c'était des dépenses inscrites au budget de la mairie de Paris. C'est possible. C'est possible qu'il y ait une ligne de crédit frais du maire. Mais quand on dit frais du maire, normalement, il y a une certaine proportion. Voilà. 88 000 euros pour des vêtements. Vous l'avez dit au départ, après avoir dit ça, elle a expliqué que c'était pour des marques françaises. Voilà, bon, Burberry jusqu'à présent, puisque je cite la marque, n'est pas une marque française. Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il y a des factures avec 3 tailles différentes. Alors, je me pose la question. Elle peut perdre du poids ou prendre du poids, on ne sait jamais. Voilà, c'est ça. Arrivé, voilà. Soit c'est comme moi, par moment, elle prend 3 kilos, elle les perd. Donc, dans ce cas-là, elle s'est dit, je m'achète, je crois que c'est des pantalons. Quand je suis en forme, quand je suis un peu trop mince ou quand je suis un peu trop gros, c'est possible. C'est possible. Soit c'est aussi peut-être possible, je vous laisse deviner, à mon avis, quel est le plus probable. C'est des vêtements pour d'autres personnes qu'elle-même. Mais ça illustre cette impunité dans laquelle se sent toujours une partie de la gauche. Voilà. Ils représentent le peuple, mais quand il s'agit de s'acheter des vêtements, la mairie est bonne, j'allais dire, et généreuse. Ouais, et très généreuse. On est très loin quand même. Souviens-toi des fameux costumes de campagne d'Emmanuel Macron qu'il allait chercher, je crois, dans une marque très populaire. Je sais plus quel était le nom de la marque, pour montrer qu'il payait pas un costume à plus de, je sais plus combien c'était, 500 euros à l'époque. Alors bon, il y a eu une petite inflation à Paris, visiblement. Non, mais je suis pas pour faire du bashing permanent sur les élus. Excuse-moi, quand on est représentant de la France, on doit être bien habillé. Quand on s'appelle Monsieur Macron ou qu'on s'appelait Monsieur Chirac. Donc ça me choque pas qu'un chef d'État ou même le maire de Paris soit habillé correctement. Sauf que, je le répète, sur ces factures, il y a certaines incohérences. Voilà. Excuse-moi, Thierry, 88 000 euros, on n'est pas bien habillé. On est très, très bien habillé. Il y a peut-être une nuance quand même. Je suis d'accord. C'est quand même sur une certaine période. Et puis, on peut être très bien habillé avec des costumes à 3 4 000 euros, même peut-être tout petit peu plus. Mais à 80 000 euros, je suis d'accord qu'on est très, très bien habillé et que c'est totalement excessif. Voilà. Le problème, c'est que pendant les campagnes, on fait le misérabilisme et une fois que la campagne est finie, eh bien, on s'en donne à cœur joie. C'est payé par les Parisiens. Est-ce que les Parisiens ont fait beaucoup d'économies sur leur budget d'impôts? Non, puisque je regardais la dette de la ville de Paris, on attend les chiffres définitifs, mais en 2014, elle était à 4,18 milliards. Aujourd'hui, elle se situe plutôt à 9 milliards. Je rappelle quand même que la personne qui était chargée de la gérer, c'était une certaine Lucie Castet, qu'à un moment, on voulait nous mettre comme Premier ministre. Voilà, c'est vrai qu'elle avait, j'allais dire, tout de ce qui est nécessaire comme qualité pour continuer à endetter l'État. Non, voilà, Madame Hidalgo, c'est pas nouveau, quoi. Souvenez-vous de son voyage en réalité en Polynésie française. Il y avait une enquête d'un magazine Entrevue, si ma mémoire Entrevue, oui, je suis sûr de la référence, qui posait quand même de nombreuses questions sur qu'est-ce qu'elle avait fait réellement pendant ce voyage en Polynésie française. Le prétexte officiel, c'était aller voir les installations de surf
je vous le rappelle, pour les Jeux Olympiques. Bon, voilà, c'est tiré par les cheveux, mais bon, à la limite, elle s'en fout, elle se présente plus. Voilà, elle s'en fout, elle se présente plus. Si, comme son avocat le dit, c'est une somme qui est prévue dans le budget, ben, il y aura probablement aucune sanction. Ce qui est intéressant, et je félicite cette association, je crois que c'est une association qui s'appelle Anticorps, qui a obtenu la publication de ces notes. C'est utile, même si des fois je ne partage pas toutes leurs orientations, que des notes de dépenses publiques des mairies eh bien, puissent être communiquées quand elles sont de cette ampleur. Bon, allez, dernier mot justement sur la ville de Paris. Donc, élection ce week-end, est arrivé en tête finalement le candidat En Marche, ou des Républicains En Marche, je ne sais pas trop comment on doit le dire. Donc, c'est Barnier, notre ancien Premier ministre, qui avait été extrêmement brillant comme Premier ministre et qui finalement, visiblement, par son talent, a séduit les Parisiens. Oui, c'était une élection partielle. Qu'est-ce que c'est qu'une élection partielle? Je le répète, il y a 577 députés. Après la dernière dissolution, la commission chargée d'examiner les dépenses des députés a déclaré que 3 de ces députés étaient inéligibles parce qu'ils avaient commis des irrégularités. Et je vais être bon prince, la plupart du temps, ce n'était pas des irrégularités, pas des malhonnêtetés. L'exemple type, c'est Brigitte Barège, qui est une amie à Montauban, qui a été invalidée parce qu'elle avait utilisé du personnel municipal et elle avait remboursé cette dépense sur le compte de la mairie avec son propre chéquier, ce qui est totalement interdit. Voilà, donc mais il n'y avait aucune malhonnêteté pour la plupart des 3 candidats. Vous voyez, je suis bon prince. Sauf que le député de la deuxième circonscription de Paris, Monsieur Lassuc, avait été invalidé. Il était de Renaissance, il était donc de la majorité de Monsieur Macron. Et on votait effectivement ce week-end pour le remplacer. Alors d'abord, une première remarque, c'est toujours intéressant sur les dates de ces élections. Il y a 3 élections annulées en juillet et il y a une élection pour les Français de l'étranger, c'est la circonscription Espagne. On le sait, c'est à part, il y a 2 semaines entre les 2 tours. Mais il y a 2 élections en métropole, dans l'Hexagone, puisqu'il paraît qu'il faut dire ça maintenant, qui ont été annulées, qui sont une à Paris, une à Montauban. Les dates n'étaient pas les mêmes. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Les dates n'étaient pas les mêmes parce que la logique, quand 2 élections sont annulées le même jour, c'est qu'on fasse les élections le même jour, qu'on les refasse le même jour. Alors, vous avez une élection qui était le 21 et 28 septembre, c'est celle à laquelle j'ai participé, à Paris, et une autre élection qui est le 5 et 12 octobre, c'est celle que vous aurez à Montauban. Alors, pourquoi? J'ai cherché. Alors, je vais vous dire mon opinion, mais certains vont dire que j'ai l'esprit mal tourné, mais par moment, il vaut mieux avoir l'esprit mal tourné qu'être un naïf invétéré. Le 21 et le 28, en général, le lendemain du 28, c'est le 29. Et le 29, une des candidates qui, normalement, au début, devait se présenter, en l'occurrence, Madame Rachida Dati, aurait dû comparaître pour connaître devant la justice, puisqu'on va lui annoncer la date de son futur procès. Et donc, c'est vrai que si cette comparution avait été pendant les élections, ça faisait mauvais genre. Donc, vous ne m'enlèverez pas de l'idée qu'on a accéléré à Paris cette élection pour que si Madame Dati se présenta, ou se présente, si elle s'était présentée comme c'était annoncé au départ, eh bien, hop, 21-28, et les mauvaises nouvelles tombaient à partir du 29. Donc, c'était quand même pratique. Voilà. Mais peut-être que j'ai l'esprit mal tourné. Peut-être que j'ai l'esprit mal tourné et que tout simplement, le ministre de l'Intérieur, qui est d'ailleurs, comme Madame Rachida Dati, un républicain qui collabore avec Monsieur Macron, s'est trompé d'agenda puisque c'est le ministère de l'Intérieur, Monsieur Retailleau, qui fixe les dates des élections. Donc, première remarque, bizarre, les dates des élections. Ensuite, le résultat, on le connaît d'avance. Le deuxième tour n'a pas encore eu lieu, mais sauf une surprise interplanétaire, Michel Barnier va être élu. C'est l'ancienne circonscription de François Fillon. Tout à l'heure, tu parlais de François Fillon. C'est l'ancienne circonscription de François Fillon. C'est une circonscription extrêmement, on va dire, traditionnellement bourgeoise, où les gens sont plutôt, c'est pas une insulte, aisés.
et où la gauche a des chances très réduites. En réalité, dans cette circonscription, c'est une partie du 6e arrondissement, au bord de la Seine, une partie du 7e arrondissement, là aussi au bord de la Seine, et la totalité du 5e arrondissement. Et donc, je me suis présenté à cette élection parce que tout simplement, il fallait une candidature, j'ai envie de dire, de témoignage pour montrer à nos électeurs qu'on ne les oubliait pas. Je me permets de rappeler que dans cette circonscription, Marine Le Pen avait fait moins de 5%, ce qui prouve bien que ce n'est pas une circonscription où nos idées sont très en pointe. Voilà, donc je me suis présenté à cette élection parce que j'estime que par moment, quand on est militant dans un parti, il faut aussi défendre ses idées, même quand il n'y a aucune chance. J'ai fait 7%, enfin, un peu plus de 7%, 7,5% si ma mémoire est bonne. Donc voilà, je ne vais pas me réjouir. Félicitations, c'est mieux que Marine Le Pen, donc. Bravo. Non, ça prouve que nos idées, grâce à Marine Le Pen, progressent. Je te soupçonne d'avoir l'esprit par moments taquin. Et donc, moi, je me réjouis que nos idées progressent. Après, il faut être très, très, comment dire, réaliste. Sais-tu combien il y a eu de participation? J'ai vu que le taux d'abstention était arrivé même numéro 1 des résultats. Oui, oui, puisqu'il y avait 70% d'abstention. On a plus de, voilà, il n'y avait même pas 30% de votants. Donc, tout ça pour dire que c'était une élection dont le but était qu'elle passe le plus vite, après les vacances, sous les radars. Et j'ai passé la campagne électorale à distribuer des tracts où les gens me disaient, mais non, mais on n'a pas encore dissous l'Assemblée, pourquoi vous donnez des tracts? Et en réalité, j'ai passé mon temps à expliquer que le 21 et le 28 septembre, il y avait une élection. Donc, voilà, je ne vais pas te dire que je suis content d'avoir fait 7,5%. Ce serait un peu malhonnête. Mais voilà, ça prouve simplement que nos idées progressent. Après, allez, c'est aussi mon moment taquin, parce que je veux être un peu taquin par moment, même par ceux qui nous sont proches. J'étais un peu déçu que Reconquête fasse campagne en permanence en disant que nous étions au Rassemblement national un parti quasi socialiste et que c'était le seul parti qui avait des idées claires sur l'immigration, sur la sécurité. Voilà. Et donc que nous étions infréquentables. Mais ce qui est bien, les campagnes électorales, c'est qu'une fois que la campagne électorale est terminée, les gens redeviennent un peu réalistes. Et donc, j'ai vu lundi matin Madame Knafo et Monsieur Zemmour expliquer que globalement, la droite nationale avait fait 13%. Donc, tu vois, j'étais à gauche, je représentais la gauche socialiste jusqu'à dimanche 20h et par la magie des chiffres, je suis redevenu la droite nationale à partir du dimanche 21h. Voilà, ce serait bien si quand même ceux qui nous sont très proches évitaient de raconter n'importe quoi. Je pense qu'on a assez d'adversaires pour pas s'en rajouter quand on est finalement pas si éloigné que ça. Ah Thierry, écoute, le mot de la fin, c'est une phrase que tu m'avais dite il y a quelques années. Tu m'avais dit, tu verras, en politique, les vrais ennemis ne sont jamais ceux qu'on combat, mais toujours ceux de l'intérieur. Donc, ben voilà, je te redonne ta phrase. Tu me l'avais dit, j'avais bien gardé en tête, et puis elle s'était vérifiée. Donc, je t'en refais cadeau. Je crois que c'est Henri IV qui disait gardez-moi de mes amis, je m'occupe de mes ennemis. Ouais, voilà. C'est à peu près la version. Bon, voilà, tu m'avais fait la version plus moderne. 1000 fois merci pour ce 3e épisode donc de Mariani 360. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle actualité politique française, internationale, européenne. Tu nous raconteras tout ça. Je rappelle à tout le monde, demain, eh bien, écoutez, justement, on aura pour la première fois sur cette chaîne Reconquête. Attention, accroche-toi bien, puisqu'on aura Jean Messia qui viendra nous parler. Lui aussi est candidat à Évreux, donc il viendra nous parler un petit peu de son projet, de son programme. Jeudi, eh bien, ce sera Nicolas Bierkovitch dans Un autre regard, comme toutes les semaines. Dimanche, ce sera Xavier Moreau
Moreau et Fabrice Orlin dans Divergence. Et puis enfin, la semaine prochaine, je fais le petit rappel, ce sera la grande première, mercredi prochain, la grande première, après toi, justement, de Claude Janvier qui viendra nous raconter son retour, ce qu'il a vu sur la ligne de front. Il y était, il a fait des photos, des vidéos, il a rencontré, dialogué avec les gens. Il viendra nous donner son ressenti. Thierry, bonne semaine du coup au Parlement européen et à très vite sur Divergence. Merci, au revoir.